Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un couple fraîchement marié qui adopte un chimpanzé nommé Travis. Pendant des années, Travis n'a montré aucun signe d'agression ou de violence. Mais un jour, tout a changé et il a attaqué son propriétaire de manière brutale. Si cet épisode vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. C'est l'histoire bouleversante de Travis, le chimpanzé tueur. Bienvenue sur Féroce Fine. Jérôme et Sandra Herold étaient un couple aimant qui vivait à Stamford, Connecticut. Ils avaient une fille, Suzanne, qui allait bientôt se marier et s'enfuir avec son mari. La maison, autrefois animée, est devenue silencieuse. Le 24e octobre 2003, se sentant seuls, ils ont décidé d'acheter un chimpanzé âgé de seulement 3 jours pour $50 000. Ils l'ont appelé Travis, d'après le chanteur country préféré de Sandra, Travis Street. Il a grandi dans leur maison, où il le baignait, le nourrissait au biberon, l'habillait et lui brossait même les dents. Le couple chérissait et adorait le chimpanzé, le considérant comme leur propre enfant. Il apportait une nouvelle vie et un nouveau sens à la maison, surtout après le départ de leur fille. En grandissant, Travis a pris les habitudes de ses parents humains et comprenait leur communication verbale et non verbale. Le couple a dû réaménager leur maison pour accueillir le chimpanzé qui grandissait rapidement. Ils ont aménagé une grande chambre pour lui et ont accroché des pneus à des cordes pour que Travis puisse se balancer et jouer. Il était constamment actif, sautant sur le canapé et le lit. Et tandis que le couple s'occupait d'autres tâches à la table à manger, Travis avait sa propre place et même un verre à vin. Il partageait ses repas en compagnie de la famille. Le couple l'avait choyé avec affection. Bientôt, tout Stamford le connaissait. Les voisins, et même la police, saluaient Travis dès qu'ils le croisaient. Grâce à son caractère affable, il conquit rapidement le cœur des habitants, devenant en peu de temps une célébrité locale. Il pouvait s'habiller tout seul, nourrir les chevaux avec du foin, ouvrir des portes verrouillées à l'aide d'une clé et arroser les plantes. La technologie était pour lui une découverte captivante qu'il étudiait avec enthousiasme. Sa passion pour le baseball le mena à apprendre à utiliser la télécommande pour allumer le téléviseur. Il pouvait aussi démarrer l'ordinateur familial, se connecter et parcourir les photos. Il avait un faible tout particulier pour la glace et il se rappelait exactement à quelle heure le camion de glace passait devant la maison. En 2003, le couple se rendit en ville pour réapprovisionner leurs réserves. Ils avaient Travis à l'arrière, la fenêtre légèrement ouverte. Lors d'un embouteillage, un passant lança une canette de soda vide dans la voiture, atteignant Travis. Calmement, Travis détacha sa ceinture, ouvrit la porte de la voiture et se lança à la poursuite du fautif. Toutefois, il ne parvint pas à le rattraper. Au lieu de cela, Travis commença à se rouler sur l'asphalte, créant un véritable chaos routier. La police de la circulation dut demander des renforts, les conducteurs et les curieux étant témoins d'une course-poursuite insolite. Travis riait tout en glissant et sautant par-dessus les voitures, gardant toujours une longueur d'avance sur les nombreux policiers assez estrousses. La poursuite dura près de 2 heures avant qu'un Travis épuisé ne remonte finalement dans la voiture et ne boucle sa ceinture. Suite à cet incident, les autorités du Connecticut promulguèrent une loi interdisant aux résidents de posséder un primate pesant plus de 23 kg comme animal de compagnie. Heureusement, Travis ne fut pas concerné par cette réglementation, car les Herold l'avaient en leur possession depuis de nombreuses années et les autorités estimaient qu'il ne représentait pas de danger. Malheureusement, en 2004, soit 1 an après cet événement, Jérôme Herold succomba à un cancer de l'estomac. Cette tragédie laissa Sandra et Travis, qui considéraient Jérôme comme son leader, dans une profonde tristesse. Leur demeure fut à nouveau enveloppée d'une aura mélancolique, Sandra étant profondément affectée. Cependant, ce ne fut pas le seul défi auquel elle fut confrontée. Peu de temps après, les services de contrôle animalier de Stamford frappèrent à sa porte. Ils étaient préoccupés pour sa sécurité, car Travis, entrant dans l'adolescence, avait désormais la force de 5 hommes robustes. De plus, à cet âge, les chimpanzés peuvent devenir agressifs, ce qui signifiait que la gestion de Travis pourrait devenir problématique et potentiellement dangereuse pour Sandra. Les officiers du contrôle animalier conseillèrent à Sandra qu'il serait imprudent de conserver Travis dans les années à venir. Mais comme il n'avait jamais montré de signe d'agression,
Sandra, toujours en deuil de son époux, restait confiante. Sa peine l'emporta, la plongeant dans une dépression. Elle se retira socialement, passant ses journées à se balancer sur une chaise dans son jardin, contemplant les couchers de soleil. Cette période de vulnérabilité eut un impact sur Travis, qui passait ses journées à grignoter et regarder la télévision. Il ne sortait jamais de la maison et s'adonnait rarement à des activités physiques. Rapidement, Travis prit du poids, affichant désormais autour de 110 kg, signe manifeste d'un surpoids. Son visage autrefois lumineux s'assombrissait et se marquait de rides. Sa poitrine, jadis robuste, se relâchait, tandis qu'il perdait davantage de poils. Un dimanche, le 15 février 2009, Sandra décrocha le téléphone pour convier sa chère amie Charla Nash à une agréable conversation. Les deux femmes entretenaient une amitié de longue date, et Charla était une invitée régulière chez les Héroldes. Travis connaissait bien Charla, l'ayant vue à maintes occasions. Après avoir discuté, elles laissèrent Travis à la maison et se dirigèrent vers le casino Mohegan Sun. Elles s'accordèrent d'abord un moment détente au salon de coiffure, puis dînèrent ensemble. Après un divertissement autour des jeux, elles reprirent la route vers la maison. En franchissant le seuil, Sandra ressentit une atmosphère étrange. Elle constata que Travis ne montrait aucun intérêt pour sa glace préférée. Ni la télévision, ni l'ordinateur n'étaient allumés, ce qui était surprenant sachant l'attachement de Travis à ses émissions favorites. Avant de se coucher, Sandra ajouta un peu de Xanax au thé de Travis. Le lendemain matin, le 16 février 2009, elle trouva Travis gambadant sans but apparent dans le jardin. Malgré ses appels pour qu'il rentre, il la dédaignait. Quelque chose clochait. Sans tarder, elle contacta Charla pour lui parler du comportement inhabituel de Travis. Immédiatement, Charla se dirigea vers la maison de Sandra. Elle s'empara du jouet préféré de Travis, un chatouille-moi Elmo rouge, espérant que ce dernier l'encouragerait à regagner la maison. Le duo, confiant dans leur capacité à gérer Travis, sortit dans le jardin. Mais lorsqu'il vit son jouet préféré, Travis claqua des dents, comme si une violente envie de posséder son jouet l'envahissait. Travis se précipita en avant et jeta Charla à terre, puis il se plaça au-dessus d'elle et utilisa son énorme mâchoire pour planter ses dents dans son visage. Lorsque les mâchoires de Travis mordirent Nain, Charla poussa un cri terrifiant qui résonna dans tout le quartier. Travis lui arracha les lèvres et le nez et lui déchira les paupières. Sandra s'empara rapidement d'une pelle et frappa Travis à plusieurs reprises, mais rien ne pouvait l'arrêter. Il continua à mordre et à attaquer Charla, brisant toute la structure de son visage. Sandra est retournée en courant dans la maison, a attrapé un couteau de cuisine et s'est à nouveau précipitée dehors pour aider son ami. Travis était tellement absorbé par sa crise de colère qu'il n'a pas remarqué que Sandra s'approchait de lui de toutes ses forces. Sandra planta son couteau dans le dos du chimpanzé et recula. Travis cessa de maltraiter Charla et se tourna vers Sandra, les yeux remplis de rage. Puis il s'est tourné à nouveau vers Charla et a continué à l'attaquer comme si de rien n'était. Charla pouvait entendre le craquement de ses propres os lorsque Travis lui arrachait la main gauche. Elle lui cria « Travis, arrête, arrête !» Mais Travis était pris de frénésie. Face à sa férocité et au pressentiment qu'elle pourrait être la prochaine, Sandra est montée dans sa voiture et a verrouillé toutes les portes. Ses mains tremblèrent de peur et son cœur battait la chamade dans sa poitrine, tandis qu'elle cherchait son téléphone à tâtons et composait le numéro d'urgence. Sandra a eu l'impression que son cœur allait battre dans sa gorge lorsqu'elle a vu Charla allongée sans connaissance. L'officier Frank Jaffari, qui a été le premier à répondre à l'appel d'urgence, a trouvé Travis en train d'errer dans le jardin alors que Charla gisait inconsciente, ses vêtements en lambeaux trempés dans son propre sang. Travis, enragé, a ensuite tourné autour de la voiture de police, cherchant une porte ouverte. À l'intérieur de la voiture, l'officier Frank était mort de peur lorsque le chimpanzé de 18 kilos a brisé la vitre du passager et déverrouillé la porte. L'agent a tiré 4 coups de feu sur Travis. Le chimpanzé blessé a titubé dans la maison, s'est allongé sur son lit et a rendu son dernier soupir. Au cours des mois qui ont suivi, Charla a subi plusieurs opérations pour reconstruire son visage défiguré. Sa main gauche était mutilée, tout comme 3 doigts de sa main droite. Ces blessures étaient si graves que l'équipe médicale qui s'occupait d'elle a dû demander conseil en raison du traumatisme causé par ses soins. Le rapport toxicologique concernant Travis a révélé qu'il avait été gavé de Xanax,
ce qui a peut-être alimenté son agressivité. D'autres ont supposé que Charla avait changé la couleur de ses cheveux et de ses boucles, ce qui, combiné au jouet préféré de Travis qu'elle tenait à la main, l'avait rendu méconnaissable pour lui et l'avait déstabilisé. Indépendamment de CE qui a poussé Travis à l'attaquer, Charla vit toujours avec le traumatisme et les cicatrices qui rappellent constamment le jour où elle a échappé de peu à son destin.